Bonsoir à tous et bienvenue dans ce CETEL Sport du lundi 25 octobre, forcément un peu chamboulé suite au décès de Georges Frêche, car si le sport de haut niveau est un peu est aussi important aujourd'hui à Montpellier, c'est un petit peu grâce à Georges Frêche, il faut bien le reconnaître. En première partie, nous reviendrons comme d'habitude sur les temps forts du week-end, rallye des Cévennes, football, rugby et puis l'Open Sud de France de tennis à l'Arena. Ensuite, plusieurs présidents de clubs viendront sur ce plateau, ils seront là pour parler de Georges Frêche qui représentait Montpellier Agglomération, principal fournisseur de subventions publiques auprès des clubs de Montpellier. Pas mal d'événements ce week-end, la perf vient du MHSC, on va le voir sur ces images, qui s'est imposé 1-0 chez le leader Rennes. Un but inscrit de la tête à la 43e minute par Joris Marvaux, sous les yeux de son père dans les tribunes et de son frère Sylvain, joueur de Rennes. À noter que Gary Bocali s'est fait expulser en deuxième mi-temps. Les autres résultats, c'est Auxerre et surtout Marseille qui marque un grand coup. 2 victoires à l'extérieur, au PSG et à Lille. Au classement, le MHSC compte désormais 17 points. On va le voir, dimanche, c'est le PSG qui se rend à la Mosson. Rugby, maintenant, le MHR a quant à lui tenu son rang face à une très faible équipe, il faut le dire, de Bourgoin. À Yves du Manoir, les hommes du duo Galtier-Béchu ont inscrit 3 essais. Le premier, après une charge de Mamouka Gorgodze, François Trinduc donne le ballon d'essai à l'ancien trésiste Dimitri Pello. Le deuxième essai est l'œuvre du Fidjien Timoshi Nagusa. Et enfin, le troisième sera attribué à Fabien Roff, entré en cours de jeu. Belle conclusion d'un mouvement collectif, un essai synonyme de bonus offensif. Les autres résultats, Toulouse l'emporte 38-29 face à Perpignan. Et puis Biarritz semble de mieux en mieux. Victoire 16-13 face à Clermont. Au classement, le MHR occupe la première place provisoire du top 14, s'il vous plaît. Ne manquez pas demain l'émission Ovalie Hebdo, demain présentée par Olivier Roiran. Voilà en ce qui concerne le foot et le rugby. Samedi, c'était le tirage au sort de l'Open de tennis Sud de France qui a lieu pour la première fois toute la semaine à Montpellier, à l'Arena. Il y avait pour l'occasion Richard Gasquet, l'enfant du pays, si l'on peut dire, puisqu'il est originaire de Sérignan. Il était au tirage au sort, il est tombé contre l'Allemand Reichter. Il joue ce soir à partir de 19h. Un Richard Gasquet tout heureux d'être là, même s'il n'est pas trop souriant. On va le voir, Richard, on va surtout l'écouter. À Béziers à côté, je jouais tous les tournois de la région quand j'étais plus jeune, donc c'est sûr que je connais vraiment très bien Montpellier. Voilà, il y aura tous mes amis qui viendront pour mon match, donc c'est sûr que je suis très heureux de pouvoir jouer ici, quoi. Après, je vais essayer de faire un beau tournoi, quoi. Sur votre parcours, en tête de série, il y a Davydenko et puis il y a aussi d'abord ce premier match face à l'Allemand. Oui, d'abord on va regarder le premier match. Je ne connais pas très bien ce joueur. Ouais, j'essaie de me renseigner sur lui. Je pense qu'il y avait des premiers tours plus difficiles. C'est un tableau très équilibré qui devrait nous offrir des quarts de finale tout à fait exceptionnels parce que les joueurs sont bien répartis. Certains joueurs français se sont évités pour le premier voire le deuxième tour, ce qui est une bonne chose parce qu'on préfère les retrouver face à face en quart de finale ou en demi-finale. Et notamment pour Richard Gasquet qui fera ses débuts ce soir, lundi, à l'Arena à 19h. Donc il ne voulait pas jouer forcément Michael Laudrat ou Gilles Simon au premier tour. Et on revient aussi sur le rugby parce que j'ai oublié de lancer des interviews parce qu'on a des interviews. On a donc Figalo en première interview et puis Fulgence Ouedraogo, le capitaine du MHR, qui reviennent sur ce match face à Bourgoin. On écoute. Et les problèmes, là, on était les ballons sous les racks et sortaient pas vite. Et après, notre jeu, c'était trop lent. Un petit problème visiblement sur les interviews. Autre manifestation phare de ce week-end, c'était bien sûr le 53e Critérium des Cévennes. 2 jours d'épreuve avec du suspense sur les routes sinueuses et piégeuses des Cévennes. Regardez tout de suite le résumé. Après la spéciale de nuit de la veille pour classer les pilotes, le premier jour des Cévennes a tenu toutes ses promesses. Au programme, 3 spéciales bien connues des amateurs du Critérium.
2 passages, un le matin et un l'après-midi. Le matin, ce sont les 307 WRC qui se distinguent. Jean-François Mourgue, le Gangeois, remporte la première spéciale de 21 km. Il devance de 3 secondes le leader du championnat de France, Cédric Robert. Je me suis peut-être pas assez réveillé de bonne heure. Non, ça a été un petit peu... J'en ai pris un petit peu dans la première ce matin, il a fallu que je me réveille dans la 2 et puis voilà, on n'a pas la pleine puissance avec la voiture, mais bon, ça va être résolu à l'assistance, donc tout va bien. Dans la première, ça a été, on a bien roulé, on fait le meilleur temps. Après, dans la 2, c'était un petit peu plus compliqué parce que le départ est très étroit, il n'y a pas beaucoup de grippe. On partait un peu froid, j'ai pas trop osé attaquer et c'est vrai que sur la première partie de la montée, on prend 5 secondes. Bon, c'est pas énorme. Mais la surprise du jour, c'est la bonne tenue de Brian Bouffier, pourtant moins puissant que les WRC avec sa Peugeot S2000. Hélas pour lui, il perd presque 40 secondes bloqué par Romain Dumas dans la spéciale entre le Vigan et Pommier. On ne pouvait pas le passer, donc il a fallu attendre que les spectateurs viennent et dans l'opération on perd 40 secondes. Donc c'est sur la caméra embarquée, donc j'espère que l'organisateur va être clément avec nous et qui va recalculer tout ça pour qu'on puisse se battre pour la victoire. Car finalement, les commissaires de course ne donneront pas raison à Bouffier, mais ça ne l'empêchera pas de réaliser les 3 temps scratch de l'après-midi. Au programme du lendemain, 2 boucles de 2 spéciales, dont une de 42 km. C'est d'ailleurs dans celle-là que tout va se jouer. Le matin d'abord, Jean-François Mourgue casse une suspension. Le vainqueur de l'an dernier doit stopper définitivement son rallye. Avec 25 secondes d'avance, l'après-midi, Cédric Robert est en passe de remporter son premier critérium des Cévennes. Un rêve qui ne va pas se concrétiser, le Stéphanois est victime d'une crevaison. Le pire, c'est qu'on n'a même pas tapé de corde. J'aurais tapé une corde, putain, mais là, c'est pas le cas. C'est donc Brian Bouffier, le pilote officiel Peugeot, sur sa 207 S2000 qui remporte son premier rallye des Cévennes devant Robert et Gascou. Cédric Robert et Brian Bouffier sont premier ex-aequo du championnat de France. Le titre se jouera donc lors de la dernière manche, le rallye du Var. On va écouter les réactions du vainqueur et puis du vaincu qui n'a pas réalisé son rêve de gosse. Cédric, j'imagine que vous êtes très très déçu. Oui, c'est clair que quand on mène une manche mythique telle que le Critérium des Cévennes de la première spéciale à l'avant-dernière, quand ça se passe mal, c'est vrai que c'est embêtant. D'autant plus que je n'ai pas fait d'erreur et c'est là vraiment où c'est très injuste. Quand on regarde la jante, que ce soit intérieure ou extérieure, elle n'est pas du tout marquée. On a juste un impact en plein milieu de la bande de roulement. Donc je pense que ça doit être une ferraille ou quelque chose comme ça. Donc je suis d'autant plus déçu que toute l'équipe avait fait du super boulot tout le week-end et que nous dans la voiture ça s'était super bien passé. Bon, maintenant c'est les dures lois du sport automobile, c'est comme ça. Malgré tout, elle marchait pas très très bien votre 307 en ce début de rallye. On a eu un petit problème de capteur turbo, d'information capteur turbo et oui, on n'avait pas la pleine puissance, mais on le savait quoi, il fallait faire avec. Et on s'en sortait plutôt bien, on avait 26 secondes d'avance, donc autant dire que avec 42 km, il nous restait, la victoire nous tendait les bras. Mais comme quoi, en sport automobile, tant qu'on n'a pas franchi le podium, on n'est pas sûr d'être champion. Enfin, on n'est pas sûr d'être vainqueur. Donc voilà. Jusqu'au bout, j'y ai cru. J'ai vraiment attaqué jusqu'au bout de la course. J'ai vraiment donné tout mon maximum parce que, en fait, tu sais, tant qu'une course n'est pas finie, tout peut arriver. La preuve. Donc vraiment, je continuais vraiment de pousser très fort. On alignait les temps scratch, donc c'est plutôt très positif. La 207 en performance pure était fabuleuse. Et là, dans la toute dernière spéciale, j'ai pu profiter de la crevaison de Cédric Robert. Donc on peut dire que dans ce sens, il me facilite un peu la tâche. Mais j'avais un handicap dès le début de la course parce que je suis resté bloqué. Oui, cet incident de course, quand même, vous deviez l'avoir mauvaise au départ de cette deuxième journée, quand même. Mauvaise, non, mais c'est vrai que dès la spéciale numéro 2, on traînait un peu les casseroles. Une quarantaine de secondes perdues derrière Romain Dumas. Donc c'était un peu délicat parce qu'on ne savait pas si l'organisation allait nous enlever ces 40 secondes, donc il fallait continuer de pousser, mais dans un sens l'écart était si conséquent qu'à la régulière c'était pas possible, mais bon, finalement le sort en a décidé autrement. On a pu quelque part récupérer notre dû parce qu'on a fait 7 temps scratch sur 11 spéciales possibles. 2 temps étaient vraiment très près du scratch, donc en performance pure on était vraiment très bien et je pense qu'on méritait de gagner.
Qu'est-ce que vous pensez de cette décision justement de ne pas vous recréditer de ces 40 secondes? Je peux pas trop m'étendre là-dessus, c'est pas de mon ressort. Je pense que quand même on aurait pu discuter un petit peu plus et il aurait été préférable de négocier un petit peu ce temps. Ça a été décidé autrement, mais bon, je gagne, je vais pas trop me plaindre et c'est l'essentiel. Et les deux sont à égalité, 2 points au classement des pilotes du championnat de France. Le titre se jouera donc fin novembre au rallye du Var. Le côté vestiaire de cette semaine était tout trouvé. C'est en fait un pilote qui a déjà remporté le Critérium des Cévennes, le régional de l'étape, Jean-François Mourgue. On l'écoute. Jean-François, l'assistance c'est un peu particulier pour un pilote. Oui, c'est le moment où on remet l'auto en état et où on prend des décisions pour les pneumatiques, où on se concerte avec l'ingénieur, savoir quelle stratégie on va adopter. Et puis c'est aussi le moment où on se repose un petit peu, où on fait le point avant de repartir pour une boucle. Mentalement, on le prend comment? Qu'est-ce qu'on fait? On fait le vide? Non, on essaie de rester concentré, de rester dans sa course, pas trop se désunir, et puis après il faut prendre les choses comme elles viennent. Est-ce que tu as un truc pour évacuer la pression, Jean-François? Non, je essaie de me poser le moins de questions possible, et puis après je me concentre à chaque départ de chrono, je me renferme dans mon monde, et puis voilà. Alors, est-ce que tu as une petite anecdote, un truc qui s'est passé, notamment dans les parcs d'assistance, un petit truc qui te vient à l'esprit comme ça? Des choses du style, l'an passé on a cassé la boîte de vitesse. L'an passé au Critérium? Oui, on a cassé la boîte de vitesse, on l'a changé donc ici au parc d'assistance, et puis il y a eu un souci une pièce qui n'arrivait pas à se remonter, et le temps passait, et puis on a fini en pointant dans la minute, et les outils volaient de partout, et c'était assez impressionnant. C'était toujours des moments un peu... Et puis c'est aussi le moment où on arrive après, à la fin du rallye, donc j'imagine que tu as des souvenirs de joie intense. Oui, après les arrivées, les fins de rallye arrivées à l'assistance, oui bien sûr, la passée c'était un grand moment. Le champagne sur la voiture et tout, c'était toujours des moments. Puis le plaisir de retrouver toute l'équipe et que se défonce tout le week-end. Et il y a quelques années, avant que tu fasses un break, tu as des souvenirs aussi qui te restent? Des souvenirs, j'en ai plein, ils ne me reviennent pas tous à l'esprit, mais j'en ai des bons, des moins bons. Qu'est-ce qui a changé par rapport aux années où tu courais Disons que maintenant on a des parcs d'assistance, donc on revient toujours au même endroit, alors qu'il y a 10-15 ans, les assistances étaient volantes, c'est-à-dire elles allaient entre chaque épreuve chronométrée, donc on les retrouvait 5 minutes ici, 10 minutes là, 20 minutes, et c'était toujours la course pour nous, mais pour les assistances aussi. C'était très lourd à gérer, très compliqué, on n'était jamais sûr de trouver le camion au bon endroit. Aujourd'hui c'est vrai que c'est beaucoup plus serein. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu les vestiaires, l'équivalent des vestiaires? Oui, c'est un peu la mi-temps de match de foot, oui, en quelque sorte. Oui, c'est là où on fait le point avec tout le monde. C'est là où on interroge la météo, c'est là où on interroge les ingénieurs de pneus pour savoir un peu ce qu'ils en pensent. On contrôle un peu tout, oui, c'est un peu ça. Est-ce que tu es superstitieux, Jean-François? Est-ce que Jean-François Mourgue est superstitieux? Non, pas du tout. Non, mais ça porte malheur. C'est-à-dire? Je ne suis pas superstitieux. Non, je me pose pas ce genre de questions. Alors, l'importance du copilote pour un champion, pour un pilote, c'est primordial. Oui, parce que outre le fait d'annoncer les notes en spécial, il y a aussi toute la gestion de la course à côté, la gestion du stress du pilote, la gestion de tout ce qui est accessoire et annexe, qui me décharge complètement. Donc c'est très très important. Un truc sur la tenue du pilote, Jean-François, toi il faut qu'elle soit plus courante, Moi, il faut que j'y rentre dedans, que je puisse la fermer, après c'est bon. T'as des gants, t'as quoi? Des chaussures, c'est quoi les chaussures? Ouais, chaussures spéciales, les gants obligatoires, la cagoule, la combinaison, les sous-vêtements inifugés, et puis le casque avec le système Hans, avec les lanières comme en F1. Voilà. T'as dit ton meilleur souvenir, ton plus mauvais souvenir, Jean-François, tu t'en souviens? On les oublie plus vite, ceux-là. Ouais, on les oublie plus vite. C'est un peu comme l'armée, on oublie après, on retient que les bons moments. Bon, combien d'années de carrière là? Je crois que c'est la 29e ou 30e année.
30e année. Tu t'en lasses pas, tu gardes. De 18 ans à 47, donc voilà, de 29-30 ans. Et Jean-François, donc toi, tu cours qu'un seul rallye, c'est Ouais. celui-ci. Oui, pour des questions de temps, de budget, d'opportunité, donc voilà, pour me faire plaisir. Pourquoi pas un autre? On aimerait te voir sur d'autres rallyes. Pourquoi pas le rallye du Var? Parce que faudrait que j'ai l'opportunité, il faudrait que les choses se fassent comme ça. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas, donc D'accord. je vais y aller, qu'il me faut faire le point. Ouais, juste, je peux te faire signer rapidement un truc. C'est le maillot côté vestiaire. Trouve un endroit. S'il te plaît, Jean-François. Où tu veux. Il y a tous les champions qui signent. Voilà. Ok, Jean-François Mourgue, côté vestiaire. Merci beaucoup, Jean-François. Salut, ciao, ciao. On va faire une petite pause publicitaire et on se retrouve pour parler de Georges Frêche, grand amateur de sport. La malnutrition tue chaque année 4 millions d'enfants avant leur 5e anniversaire. Pourtant, l'accès à une alimentation suffisante et adaptée est un droit fondamental pour tous les enfants. Des solutions existent partout dans le monde. L'UNICEF lutte pour sauver les enfants. En France, l'UNICEF sensibilise et alerte sur le rôle vital de l'alimentation chez les enfants à travers une multitude d'actions et d'événements. Notre but ? Mobiliser et collecter pour nos programmes. Pour venir en aide aux enfants, nous avons choisi d'être bénévoles. Bénévoles à l'UNICEF, pourquoi pas vous? La cigarette. Après les cours. Après les examens. Avec le café. Avant le premier entretien d'embauche. Après 4 heures de train. Avant de lui poser la question. Après qu'elle ait répondu oui. Après avoir appris que vous aviez plus qu'un simple rhume. Cancer, bronchite chronique, accident cardiovasculaire. Arrêtez avant qu'il ne soit trop tard. Appelez le 3989. Énergie présente la star mondiale, Shakira. Pour une série de concerts inoubliables en France. Le 16 novembre à Lyon, le 26 novembre à Montpellier, le 5 décembre à Amnéville et le 6 décembre à Paris-Bercy. Location, point de vente habituel et énergie.fr. Vivez l'expérience Shakira sur scène avec Énergie. Si le sport prend autant de place aujourd'hui à Montpellier, c'est bien sûr, il faut le reconnaître, un peu grâce à Georges Frêche, décédé hier soir dans son bureau de l'hôtel de région. Sur ce plateau, des dirigeants du sport montpelliérain. Et puis Jacques Martin, ancien bâtonnier et surtout vice-président d'agglomération en charge des sports. Bonsoir Monsieur Martin. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent. Et puis à côté de lui, Jean-Pierre Massine, le président du MHR, le rugby à Montpellier. Bonsoir. En face, Laurent Nicolin, président délégué du MHSC. Bonsoir. Et puis Rémi Lévy, à ses côtés, vice-président du Montpellier Handball. Bonsoir. Et enfin, Marc Fornaguera, président des Vipers, c'est le hockey sur glace à Montpellier. Bonsoir. Et puis, à mes côtés, Pierre-Paul Castelli, directeur de l'information sur Cetel TV. Pierre-Paul, j'étais déjà là tout à l'heure. Un mot sur Georges Frêche. Georges Frêche, le bâtisseur et surtout l'architecte du sport à Montpellier. Mais je vais parler rapidement, mais sous couvert de Jacques Martin, bien sûr, à mes côtés. Georges Frêche, passionné par le sport, il a beaucoup raconté qu'il avait joué au rugby jeune, et puis pourtant c'est le football qui va dominer les premières années de mandat de Georges Frêche, avec l'épopée de ce qui deviendra le MHSC, on disait beaucoup la paillade à l'époque, et puis après il y aura le décollage du handball et du rugby pratiquement en parallèle. Et puis d'autres sports, à croire que ça ne s'arrête jamais. Il y avait un slogan comme ça à Montpellier, à un moment donné, la ville qui ne se couche jamais. En tout cas, ça ne se couche jamais sur le sport montpelliérain.
On a sur ce plateau du hockey sur glace, mais on aurait pu avoir aussi du water polo, voire du roller hockey. Vous le disiez tout à l'heure, si on avait de réunir les présidents de tous les clubs qui sont en élite, le jeu à 13, pourquoi pas, qui sont en élite. Aujourd'hui à Montpellier, il aurait fallu qu'on ouvre le grand plateau de cette LTV. On aurait été peut-être plus d'une vingtaine autour de cette table, c'est ça, Jacques Martin. Tout à fait. Toujours sur l'homme, Georges Frêche, cette passion du sport, c'est quoi? C'était parce que, en tant qu'homme de marketing, il s'est dit c'est un bon média, un bon vecteur pour la ville, pour la promotion de la ville, ou c'est autre chose? Non, je crois que ça peut être ce que vous venez de dire, mais au-delà, il a toujours pensé que le sport était un facteur de rapprochement entre toutes les communautés, un facteur d'épanouissement pour les plus jeunes, quelle que soit leur origine. Et c'est la raison pour laquelle, chaque fois que l'agglomération signe une convention avec un club, il y a nécessairement inscrites dans cette convention des actions qui doivent être conduites en faveur des jeunes et en faveur des quartiers. C'est aussi ce facteur de développement social, de déploiement sur le terrain social qui a conduit Georges Frêche à mener cette politique sur le plan sportif. Il est évident que rien ne se serait fait à Montpellier au niveau des équipements, au niveau des subventions directes, s'il n'y avait pas eu la volonté de Georges Frêche de construire des équipements. Je pense au stade de la Mosson, je pense à la piscine olympique, je pense au stade Yves du Manoir, je pense à Bougnols, et je pense aux 11 piscines que nous avons actuellement dans l'agglomération, et bientôt 13 et bientôt 14. Donc ça, c'est une volonté politique qui est déterminante de cette politique, et c'était celle du président Georges Frêche que nous avons suivi avec enthousiasme, tant ça nous paraissait quelque chose de salutaire pour la communauté d'agglomération et pour ses habitants. Alors quand il est arrivé au pouvoir en 77, Georges Frêche aimait dire qu'il n'y avait qu'un seul sport en première division, c'était le volley-ball. Et puis il y avait le football qui était pas loin non plus. Laurent? Oui, je pense que parler du MUC, c'était le sport universitaire à l'époque à Montpellier. Oui, après il y a eu la paillade avec le match de Coupe de France à mémoire à Alès, où on a battu l'Olympique de Marseille à l'époque, qui était tenant de la Coupe de France. C'est vrai que c'était le premier espoir pour nous, club amateur à l'époque. Et c'est vrai que mon père en parlerait mieux, beaucoup mieux, et avait plus de passion que moi. Et c'est vrai que c'est lui qui a contribué à 78 ou 77 à nous permettre de passer professionnel. Donc c'est vrai que c'est un peu... Je sais pas trop quoi dire, donc... Comment il vous a accompagné, justement, à partir de ces années-là, 77, 78? Vous, le club de la Paillade? Il a aidé en mettant à notre disposition à l'époque le domaine de Gramont, qui nous a permis d'avoir un centre d'entraînement. Il nous a... le stade de la Mosson, moi qui étais petit, on voit l'état où était le stade en 74, et on voit il a laissé le stade de Coupe du Monde. Donc voilà, donc c'est un bâtisseur à tous les niveaux, quoi. Je pense qu'il a compris très tôt que le sport de haut niveau pouvait à la fois... électoralement, c'est un fait, mais aussi parce qu'il était un passionné de sport, et ça me fait tout bizarre parce que j'avoue honnêtement, c'est pas quelque chose que j'ai encore mis dans ma tête qu'il n'est plus là, quoi. Difficile, effectivement, de réaliser ce départ après tant d'années de présence, d'omniprésence de Georges Frêche. Vous parliez d'équipement. La butte Paillade, c'était une réalité il y a une trentaine d'années. C'était une butte derrière. Le stade, après on a passé le relais, Jean-Pierre a plus parlé. Je sais qu'après, le Mercier a Sabaté a récupéré notre petite tribune pour faire le stade. Et quand on est passé, nous, en échelle au-dessus, et maintenant eux sont aussi passés à l'échelle au-dessus. Je pense qu'il n'y a pas une volonté politique au bout d'un moment de faire franchir des paliers, et on les a pas. Moi, je savais que quand je côtoie la Ligue de football ou à l'UCPF, mes co-présidents, c'est vrai que quand je leur dis les aides et l'appui qu'on avait politiquement, et j'espère que ça va continuer, ils n'en reviennent pas, parce que c'est vrai que le président a toujours été là, a toujours répondu présent quand ça n'allait pas. Et je pense que c'est pas quand tout va bien que c'est quand ça n'allait pas. Et quand ça n'allait pas, il était là. Il y a eu des crises, des hurlements, ce qui est normal. Mais je pense qu'il aimait profondément sa ville, et il voulait que les clubs de sa ville portent haut les couleurs de la ville. Et c'est vrai qu'il a fait connaître, maintenant à la Coupe d'Europe avec le handball, c'est vrai que la ville était connue grâce à lui, grâce au sport. Alors c'est un homme qui se laissait convaincre. Je me souviens de Jean-Paul Lacombe et puis de Robert Moline avec le Montpellier Handball, qui sont arrivés avec un projet. Voilà, on a un projet à vous proposer. Comment ça s'est passé
Alors, effectivement, c'est un homme qui a accompagné la croissance du Montpellier Handball, devenu Montpellier Agglomération Handball, puisque vous savez que c'est un club jeune qui a été créé en 1982. Et on peut dire qu'il a toujours été aux côtés des dirigeants pour les aider donc à passer des paliers et les encourager fortement dans les perspectives de développement. C'était un homme de défi, et je crois que c'est un homme qui appréciait les défis sportifs, et il savait accompagner avec force les projets sérieux. C'est d'autant plus important que vous savez que même si le club est jeune, il a eu une croissance rapide pour être champion d'Europe en 2003, et qu'en 2003, il avait fait la promesse donc de doter le club d'une grande salle. Et c'est rétrospectivement avec beaucoup de joie que je repense à ce match contre Hambourg, où il était présent aux côtés de Madame Ramayad pour le lancement de l'Arena. Et c'est aussi avec beaucoup de tristesse, mais nous sommes heureux d'avoir vécu ce moment avec lui. Et c'est vrai que c'est un homme qui, à partir du moment où il décidait de vous accompagner, de vous aider, était doté d'une grande force dans la conduite des projets. Alors, il a décidé d'accompagner aussi le rugby à Montpellier. Ah oui. À partir de quelles années Écoutez, je pense qu'on peut déjà prendre le début de l'aventure au moment de la fusion en 1986. Avant, bon, c'est sûr qu'il y avait deux clubs, il y avait le Stade Montpelliérain et le MUC Rugby. Et en 86, il y a cette fusion entre deux clubs, un qui accède à l'élite, l'autre qui accède en deuxième division. C'est caractéristique d'une volonté politique. Qui est de dire, bon, on ne peut pas continuer à avoir deux clubs si on veut avoir un développement cohérent. Et ça, c'est la première étape. C'est la création du Montpellier Rugby Club. Et ça, je pense que c'était les bases de ce que nous connaissons aujourd'hui. Et puis, au final, bien sûr, il y a deux choses qui nous paraissent, à notre avis, totalement essentiel dans la caractéristique de la réussite de la politique mise en œuvre. C'est d'une part le stade Yves du Manoir. Je pense que tout le monde, et même les gens particulièrement informés des domaines politiques, savent que sans la volonté de Georges Frêche, la volonté personnelle, on serait tenté de dire Georges Frêche, le stade Yves du Manoir peut-être ne serait pas sorti de terre. Et la deuxième étape, c'est le couronnement de la politique entre guillemets de formation que nous avions mis en place et qui a été en février 2009 la sélection de 4 joueurs avec l'équipe de France face à l'Italie, qui a fait que Montpellier était l'équipe la mieux représentée en match du tournoi destination pour le rugby français. C'était un moment, je pense, aussi très fort. Un mot, Marc Fornaguera, à votre échelle du hockey sur glace à Montpellier. Donc il a pris le pari de mettre une patinoire à un endroit où, on disait au départ, une patinoire là, Vegapolis. C'est ça. Il a pris le pari et on se réjouissait de fêter les 10 ans de Vegapolis en décembre. Donc avec lui, parce qu'il a fêté avec nous les 5 ans. Ça avait été un grand moment. Et en fait, le hockey sur glace, comme le patinage artistique, qui se déroule là-bas aussi, a vraiment émergé avec cet équipement. Et il a fait le pari donc d'allier le haut niveau, d'allier le ludique, d'allier le scolaire. Il a fait un équipement qui est la patinoire la plus fréquentée en termes de public, qui abrite une équipe de hockey qui joue tous les samedis, qui va abriter bientôt un match international, donc France-Italie. C'était un pari, ça a été réussi. Moi, je voudrais juste dire la tristesse, si vous voulez, d'apprendre ça, parce que pour un sport comme le nôtre, c'est pas toujours facile d'être compris, d'être écouté, d'être accompagné, et on l'a été, et c'est beaucoup de tristesse. Voilà. C'est vrai, parce qu'on aurait pu prendre le parti de dire non, on a le foot, le rugby, le hand, on laisse pas trop de place aux autres. En fait, il vous accompagnait quand même. Oui, et puis en même temps, il a compris que dans un tel contexte, pour un sport, c'est presque facile d'émerger. On regarde ce qui se passe. Je croisais l'autre jour M. Girard. C'est facile. On a des exemples. On sait où on va. On sait quoi suivre. On sait quoi faire. Voilà. Il avait coutume de dire, à propos du patinage et de la natation,
qu'il souhaitait que tous les enfants qui sortent de l'école primaire et qui entrent au collège sachent patiner et sachent nager. D'où la politique conduite en ce qui concerne les piscines, avec des conventions signées avec les écoles, les collèges, les écoles qu'elles soient privées ou publiques, les collèges et les lycées, pour justement permettre cette politique de pratique de la natation. S'agissant de la patinoire, j'ai une anecdote parce que lorsque l'idée lui est venue de construire une patinoire, j'étais à l'époque au district en charge des sports. Ce n'était pas encore l'agglomération. Et il m'a appelé un jour en me disant « Nous allons faire une patinoire ». J'ai dit « Georges, patinoire, est-ce que vraiment, dans le Midi, est-ce que… » Il m'a dit « Tu verras, faire une patinoire, il faut qu'elle soit très belle. » Parce qu'il ne supporte pas. Il ne supportait pas, je n'arrive pas à parler au passé, pardonnez-moi, il ne supportait pas que l'on puisse construire des équipements qui ne soient pas des équipements de niveau, de haut niveau, pour les laisser justement à ceux qui vont nous succéder. On ne peut pas laisser des choses moches, d'où la piscine olympique, d'où le stade Yves du Manoir, d'où la patinoire. Cette volonté de construire, d'où les piscines qui sortent de terre à Saint-Jean-de-Védas, à Cournonterral et bientôt à Latte, cette volonté de construire, mais de laisser à nos successeurs des équipements de qualité. Donc ça, c'était aussi un souhait qu'il exprimait, d'où le choix des architectes. Ils disaient, mais c'est de la mégalomanie. Non, parce que regardez, aujourd'hui, malheureusement pour nous tous, parce que je crois qu'on le regrette tous, il n'est plus là. Ces équipements existent, elles sont la trace de ce qu'il a voulu. Alors, lui qui aimait l'histoire, est-ce que la devise du pain et surtout des jeux, cette devise antique, lui ressemblait, était une obsession chez Georges Frêche? Je crois que c'est un peu caricatural. Au-delà, je crois que c'était surtout cette volonté de rapprocher les populations. Et il pensait que ce qui était le plus fondamental pour rapprocher les populations, c'était le sport. Regardez ce qui se passe à la Mosson, regardez ce qui se passe à Bougnols, à Yves du Manoir, cette espèce de communauté à la patinoire. Je suis allé à la patinoire en juin assister à un spectacle du club de danse, de patinage artistique. C'est fabuleux, ces gens qui viennent de tous horizons et qui se retrouvent. Ça, c'était aussi, je veux dire, Georges Frêche aimait les gens. Et c'était aussi un moyen de leur permettre de s'aimer entre cette volonté qu'aujourd'hui, qui nous habite, de rapprocher les clubs. Il va y avoir bientôt un match entre Sète et Montpellier au volley. Et nous avons demandé à tous les clubs de venir assister à ce match parce qu'il y aura une connexion entre les clubs et une connexion avec le public. D'où ce que l'on a fait. Je remercie le président Nicolas l'autre jour à la maison d'agglomération où un nombre important de joueurs est venu saluer le public, saluer les jeunes qui étaient là. Il y a aussi cette volonté de permettre à tout le monde de pratiquer la discipline de son choix. Quand on va à côté au terrain de tennis, à l'équipement pour le tennis de table, il y a peu de monde. Mais les gens qui sont là pratiquent une discipline qui leur est chère. Et ça aussi, c'est une volonté qui est la nôtre. C'est pas toujours le plus grand nombre. C'est aussi la volonté de permettre justement au plus grand nombre de participer, d'exercer la discipline de son choix, mais c'est aujourd'hui extrêmement difficile. Laurent Nicolin, quand vous avez vu au fur et à mesure émerger tous ces sports, le handball, le rugby, etc., jusqu'au hockey, puis on en oublie forcément, vous avez dit, c'est quoi? C'est de la concurrence? Qu'est-ce qui nous fait Frêche là? Il va nous enlever quelque part de la clientèle? Je pense que Louis Nicolet a contribué, mais les gens ont tendance à l'oublier, que le handball, Montpellier franchisse un palier. Louis Nicolin a contribué au basket à Montpellier, qui n'existe plus. Oui, il y a eu au rugby, il contribue. Non, je veux dire, au contraire, non, je pense que ça peut être. Après l'opposition, c'est plus les journalistes qui veulent faire des oppositions entre nous. Comparer le handball, comparer le foot, le rugby, c'est. Le but, c'est que chacun, dans sa discipline, essaye d'être le plus haut possible, et le président. Et donc, à contrario, ça crée une émulation. Ça crée une dynamique, une émulation. C'est vrai que, comme on dit, si pour le match de volley, tout le monde peut se retrouver, c'est bien. Moi, j'ai toujours été demandeur. À l'époque, j'avais parlé de se retrouver entre nous. Moi, il n'y a aucun problème. Après, chacun, nous, on n'a aucun différent, que ce soit le rugby. Après, on soit plus proche actuellement le rugby parce qu'on est sponsor du rugby. Et après, on a été au hand, donc. Il n'y a aucun problème, je pense, on a rencontré mon père, donc c'est pas. Je pense que le président voulait toujours fédérer tout le monde ensemble et essayer de tirer le maximum et le mieux de chacun. Monsieur, on est obligé de faire une petite pause publicité, on se retrouve après. Entrez dans l'ère Opel. Bonjour et bienvenue chez France Auto, votre concessionnaire exclusif sur Montpellier, Sète et Castelnau. Je m'appelle Vincent Vernier, je suis le commercial Opel Entreprise dédié aux professionnels. Vous souhaitez créer, renouveler ou agrandir votre parc de véhicules, je suis là pour vous accompagner et vous conseiller. Opel Entreprise, c'est une gamme complète de véhicules utilitaires,
mais également des véhicules de société 2 places et bien sûr des véhicules 5 places. Vous bénéficiez sur l'ensemble de notre gamme de tarifs professionnels très avantageux et de solutions de financement en crédit classique, crédit bail ou location longue durée. France Auto, c'est un vrai service personnalisé avec un atelier rapide sans rendez-vous dans l'une de nos 3 concessions. Et en plus, on répare votre carrosserie pour que vous offriez toujours une image impeccable. En ce moment, ne ratez pas le nouveau Movano en traction ou propulsion et ses 17 mètres cubes de volume utile. Merci de votre confiance et à bientôt. France Auto, l'ambition de l'excellence. Opel. Le riz canavert, c'est toutes les saveurs de la Camargue dans votre assiette. Riz long grain incollable, riz long blanc, riz naturel parfumé, riz complet rouge. Riz canavert, distribué dans tous les points de vente près de chez vous. Coucou, tous les mardis à 18h30, je vous donne rendez-vous dans le Festival de Cannes où vous aurez Opinion sur rue. On y iront dans votre événement, dans votre rue, dans votre village. Et ensuite, il y aura Télescopie. Télescopie avec Cerise. Où nous allons soigner tous les grands malades de notre région. Et ensuite, bien sûr, le cinéma avec le Festival de Cannes à mardi. Alors, messieurs, Georges Frêche aimait le sport, mais est-ce qu'il était un vrai connaisseur du sport en général? Enfin, bon, moi je peux parler du rugby. En tout cas, il aimait le rugby. Alors bon, vous dire qu'il avait joué, je sais pas. Moi, je peux pas vous dire. Je pense honnêtement, en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il adorait le rugby. Ça, originaire depuis Laurens. Voilà, je pense que ses origines, la pratique estudiantine qui avait été la sienne, bon. Il appréciait, quoi. Ça se sentait. Il aimait ça, il réagissait dans les tribunes. Bon, donc c'est sûr que ça, le rugby a eu une chance énorme de ce point de vue-là, ça je dois le dire. Bon, ensuite, je ne pense pas qu'il a délaissé les autres disciplines, on s'en fout, mais on était. Bon, c'est sûr que peut-être sentimentalement, peut-être qu'il était plus proche. C'est sûr que quand il a eu l'occasion d'aller voir les matchs de tour à destination, quand il est allé voir le club, bon, je pense que c'est des choses qui lui parlaient, quoi. Cela étant, pour avoir suivi, de par mes fonctions à l'agglomération, je suivais tous les matchs à ses côtés. Avec Jean-Pierre Moore, nous étions quasiment tout le temps ensemble, mais y compris dans des disciplines peut-être moins médiatiques, comme le water-polo, où il venait à la piscine olympique. Le handball, bien sûr, n'en parlons pas, il était à tous les matchs. Le foot aussi, il descendait dans les vestiaires après. Il voulait, quand il y avait une victoire, il fallait que mon père fasse le zig-zag. Hein. Ouais. Ça, c'était sa grande passion. Donc, je ne l'ai jamais vu s'ennuyer quand il assistait à un spectacle sportif. Jamais. Assez calme aussi, hein, en regardant calme, le spectacle. Parfois lâchant une phrase bien sentie. Contre qui? Contre l'équipe adverse, l'arbitre ou... Parfois l'arbitre, parfois prenant à partie amicalement quelqu'un qui était à ses côtés, parfois moi. Mais il se passionnait. Il ne s'ennuyait jamais lorsqu'il assistait à un spectacle sportif. Et il trouvait toujours beaucoup de plaisir à se rendre après dans les vestiaires, rencontrer les joueurs de rugby, les joueurs de hand, les joueurs de foot. Il descendait dans les vestiaires, ce qui prouvait quand même l'attachement qu'il avait pour les clubs, pour les dirigeants, bien sûr. Pour le président Nicolas, n'en parlons pas, c'était son ami au sens le plus vrai du terme. Mais c'était pareil pour les autres clubs. Cette volonté d'aller ensuite rencontrer les joueurs, de leur dire à quel point il était près d'eux, les soutenait, et nous descendions régulièrement dans les vestiaires après les matchs. Comme dans la défaite, Laurent Nicolas? Ah oui, il a toujours été, je pense que même, je parle pour mon cas, aux 5 années de Ligue 2, il était présent le vendredi soir. À la Mosson, il fallait venir quand on jouait devant 5000 personnes à la Mosson et qu'on perdait à la Mosson. Donc, et même là, il descendait, il venait. Alors après, est-ce qu'il venait par amitié pour mon père ou... Mais je pense qu'il y avait surtout, il s'était un passionné de sport. Et après, est-ce que je peux faire le parallèle avec mon père? Est-ce que c'est des gens qui n'ont peut-être pas été des joueurs de haut niveau, qui compensaient en vivant auprès d'eux, quoi? Parce que je pense que... Puis bon, le sport, c'est quand même des belles valeurs. Et quand on a des valeurs sportives, ça rejaillit sur l'homme. Et les gens qui aiment le sport sont des gens de valeur.
Quand les résultats n'étaient pas là, il râlait, il mettait la pression, comme on dit, ou... Donc il râlait, mais il a jamais été, non, il râlait, et quand on gagnait pas mal, il râlait, mais... de base, oui. Ouais, mais en fait, il n'avait pas besoin de lui que lui, mon père râlait pour lui aussi, non, mais c'était un passionné, et il a toujours apporté notre soutien quand ça allait pas, et je pense, comme je disais tout à l'heure, c'est important quand ça va pas que les gens qui comptent soient là. Ça aide à passer des moments difficiles. Oui. Je vais vous donner une anecdote. La veille de la finale de montée de Pro D2, donc accession à top 14 à Montauban, voilà, contre Tarbes, il y avait eu une cérémonie qui nous avait permis de diffuser l'une des demi-finales dans une des salles du Corum. Et à cette occasion, il y avait eu une intervention de différentes personnalités et Georges Frêche avait pris la parole et il avait dit à cette occasion, si je me souviens bien, mais en tout cas il l'a dit, que le club va essayer de monter. S'il monte, c'est bien. S'il ne monte pas, on l'aidera à monter l'année prochaine. S'il est monté et qu'il redescend, on l'aidera à remonter. Enfin, je pense qu'il y avait une certaine continuité d'esprit, une volonté. Il était assez tenace. Moi, pour témoigner au niveau du handball, c'est vrai que c'est un homme qui était toujours très constructif. Il pouvait donner quelques indications, bien évidemment, sur une défaite, mais il était toujours très encourageant. Mais surtout, c'était un homme qui était très présent lorsqu'il fallait prendre des décisions importantes. Donc, Jean-Pierre Massine vous a cité un exemple. Moi, je peux vous en donner un récent. Lorsque le club a eu le projet de faire revenir Nicolas Karabatic, ce qui n'était pas une mince affaire, c'était une affaire compliquée, c'était un joueur sous contrat, c'était une affaire qui financièrement était lourde, tant au niveau du paiement des indemnités de transfert que de l'investissement financier en masse salariale que ça représentait. Je peux vous dire que le président Moline s'est déplacé chez monsieur le président Georges Frêche et que ce dernier lui a dit tout de suite « Foncez, je serai à votre côté pour ces opérations, vous ne pouvez pas la rater ». Donc je pense que c'est un homme qui avait compris depuis longtemps que le sport de haut niveau était important dans le tissu social et qu'il n'y avait pas opposition entre le sport de haut niveau et le sport de masse, mais au contraire une complémentarité. Mais je pense que c'était un homme qui aimait les clubs, qui aimait les gens, les dirigeants, les joueurs et qui prenait beaucoup de plaisir à pouvoir participer dans le développement. Et c'est vrai que pour rebondir sur les propos de monsieur le président Martin, on vivait avec lui des moments de grande convivialité d'après-match. C'est un homme qui restait pas beaucoup au cocktail, il ne venait pas là pour paraître. C'est un homme qui descendait dans les vestiaires et c'est vrai qu'il s'intéressait beaucoup aux gens. Pour vous dire que chez nous, il avait chez les joueurs ce qu'il appelait la légion étrangère, puisque nous avons beaucoup de joueurs tunisiens, tchèques, croates, serbes, et qu'il prenait beaucoup de plaisir à disserter avec tous sur le sportif, mais aussi sur l'histoire de leur pays et à entretenir des débats passionnés, en particulier avec Mladen Bojinovic, qui est un joueur qui doit être dans une grande peine ce soir. Bojinovic du Montpellier Handball, on précise. Est allé lui rendre visite, sans rien dire à personne, de la manière la plus discrète qui soit. Il est allé lui rendre visite à la clinique où il était en rééducation, et Bojinovic était vraiment son ami. Sur ces rapports, Olivier, de Georges Frêche avec les grands clubs, impossible quand même de ne pas revenir sur ce qui s'est passé cet été au Montpellier Rugby, où là, Georges Frêche a montré une exigence supplémentaire de quoi à l'époque? C'était de résultats. Il avait envie que le club aille encore plus loin. C'est la résultante d'un contexte particulier, on va dire. On entre dans le domaine de la politique. Là. Et bon, je pense que ça faisait partie un petit peu de la volonté entre guillemets du personnage, entre guillemets, qui pouvait aller des fois jusqu'à un petit peu la passion, l'excès, et qui aussi réagissait par rapport à un certain nombre de choses qu'il jugeait lui plus ou moins par rapport à l'événement politique. Bon, moi je pense surtout c'est que ce qui a été la volonté de tout le monde dans la matière, tout au moins c'est ce que nous avons essayé de mettre en place, et je pense que nous y étions arrivés, c'était à vouloir apaiser les choses, à faire que certes la passion anime tous ceux qui étaient autour en l'occurrence là du rugby, mais dans on va dire le respect, essayer d'avoir le respect le plus important de
la conscience de chacun, on va dire. Bon. Jacques Martin, on l'a un peu dit tout à l'heure, la situation de Montpellier en termes de situation sportive, les clubs de très haut niveau, n'a pas d'équivalent en France. Il n'y a pas d'équivalent en matière d'équipement, autant de stades récents, de qualité. On l'a dit, le stade de foot a accueilli la Coupe du Monde, le stade de rugby est un plus beau stade de rugby d'Europe, etc., etc. Il n'y a pas d'équivalent. D'ailleurs, l'équipe l'année dernière s'était fendue d'une une. Il y a Toulouse aussi qui est pas mal. Toulouse est pas trop mal, mais je crois qu'il leur manque quelques équipes en première division. Je voudrais faire une observation à la suite de ce que vient de dire le président Massine. Georges Frêche, contrairement à ce que beaucoup disent, était un homme qui savait dialoguer. Et j'en ai fait l'expérience. Il y a eu parfois des remous dont la presse s'était fait l'écho, disons. Mais il y avait des moments d'opportunité de discussion, si j'ose m'exprimer ainsi. Et dans ces moments-là, il savait écouter, il savait comprendre, et il savait suivre les avis qu'on lui donnait. Pas seulement moi, d'autres personnes, bien évidemment. Et je crois que pour le rugby, c'est dans le cadre de cette discussion qu'on a pu arriver à un compromis dont parlait le président Massine, qui permet au club d'aujourd'hui d'être ce qu'il est, avec l'appui, ne l'oublions pas, de la communauté d'agglomération. La ville, l'agglomération, l'équipe l'a dit l'année dernière, mais le plus terrible, le paradoxe, c'est que Georges Frêche est mort dimanche, alors que samedi, ou dimanche peut-être, l'équipe titrait Montpellier qui gagne. Montpellier qui gagne. C'était le titre. Première page, dimanche. Première page de l'équipe dimanche. Le rugby gagnait, le foot avait gagné, le handball avait gagné. Le rallye des Cévennes s'était déroulé, que nous soutenons aussi, s'était déroulé dans des conditions. Justement, Georges Frêche, c'était important pour lui que Montpellier soit représenté au niveau national et au niveau européen grâce au sport, justement. La promotion de Montpellier grâce à ce sport. Mais je crois que tout ça relève de la même volonté. La volonté de faire toujours bien, de faire toujours mieux, d'aller toujours à l'excellence en matière sportive, en matière d'équipement et dans les rapports entre les hommes. Cette volonté d'aller vers l'excellence, c'était une volonté qu'il habitait et c'était un peu ce qu'il s'imposait, parce que n'oublions pas quand même que Georges Frêche était un bourreau de travail. Il est mort à la tâche hier après-midi, c'était un bourreau de travail. Et il nous incitait, les élus, à travailler, à considérer que rien n'est jamais acquis, à être auprès des gens, à les voir, à les rencontrer. D'où notre présence sur le terrain, c'est certes ce que nous ressentons, mais c'est aussi quelque chose qui nous était inculqué par lui. Et ce que nous souhaitons aujourd'hui, alors qu'il n'est plus là malheureusement, c'est pouvoir être digne de ce qu'il a fait et faire perdurer ici, en matière sportive, entre autres, mais dans d'autres domaines aussi, l'action qu'il a conduite pendant des décennies. C'est maintenant le défi qui s'offre à nous. J'espère que nous aurons les uns et les autres la capacité de le relever. Justement, ce défi de l'avenir, là, sans Georges Frêche, le sport à Montpellier. Jean-Pierre Massine, Olivier, est-ce que vous êtes inquiets les uns et les autres? Écoutez, non, c'est toujours une période d'incertitude, mais je pense qu'on peut avoir confiance dans les élus de la République. Ils ont toujours, on va dire, je pense que le sport, quand même, c'est une valeur réelle, une valeur ajoutée pour la cité, c'est une valeur ajoutée pour tout ce qui est éducatif. Et je pense qu'en ce qui concerne le sport de haut niveau, puisque nous sommes tous ici présents des représentants du sport de haut niveau, c'est une valeur d'exemple. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans une ville jeune. On est dans une ville qui démographiquement est en extension, et je crois que de faire qu'il y ait du sport de haut niveau, c'est un bon exemple pour la jeunesse. Il vaut mieux leur montrer des jeunes Montpelliérains qui ont réussi, que ce soit au foot, au hand, au rugby, dans toutes les activités sportives, que ce soit de salle, sur glace ou ailleurs, leur montrer qu'ils ont réussi en faisant du sport, que plutôt de montrer des exemples qui sont pas du tout productif pour notre société. Et ça, je dois dire que c'est un très bon investissement. Aujourd'hui, le sport en général, le sport à Montpellier, c'est un investissement gagnant dans tous les domaines, d'un point de vue social, d'un point de vue éducatif, d'un point de vue de la représentativité de ce que nous sommes, de ce que nous représentons. Et je pense que, à mon avis,
je pense, je suis vraiment persuadé que les gens sauront de ce point de vue-là continuer le travail qui a été fait ce soir par Georges Frêche, bien sûr. Laurent, la suite, vous la voyez comment, vous ? Toujours pareil dans la continuité, toujours autant d'investissement dans ce sport à Montpellier ? Il n'y a pas de raison. Maintenant, après, il faut attendre de voir quel est l'homme ou la femme qui prendra les rênes de l'agglomération de Montpellier. Et voilà, après, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus un moment présent à vivre. Pour nous, on n'a pas. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas à me projeter sur l'avenir parce que déjà, je vis le moment présent assez difficilement. Après, l'avenir arrivera ce qu'arrivera. Hein. Je pense que je ne vais pas dire ni la ville ni la région. Je pense que la France a perdu un homme qui aimait profondément le sport. Je ne parle pas du côté politique parce que là, on n'est que côté sportif. Donc voilà, après, je pense que c'est une grosse perte pour nous. Même si on est rempli d'optimisme, je pense que l'avenir ne sera pas si radieux que ce qu'il est actuellement. Parce que là, on est dans l'émission de sport, donc on reste sur le domaine du sport. Rémi, un mot ? Oui, forcément, quand un homme de cette stature disparaît, on est tous un petit peu dans l'expectative, mais c'est vrai que personne, pour le moment, ne fait de calcul sur ce que sera demain ou après-demain. Bon, c'est vrai que l'annonce de sa disparition a été d'une grande brutalité, hein, comme le rappelait le vice-président Jacques Martin. Nous sommes tous couchés samedi soir avec les joies du sport montpelliérain et des succès de samedi. Et c'est vrai qu'hier soir, nous sommes tous couchés avec une infinie tristesse, avec un sentiment d'une perte importante, d'être un peu orphelin de quelqu'un qui guidait le sport montpelliérain de façon forte depuis de nombreuses années. Ce que je pense, c'est qu'au niveau des institutions, les gens qui ont travaillé avec lui et qui, je pense, continueront à développer son œuvre ont compris l'importance du sport, comme je le disais tout à l'heure, dans le tissu social et dans le pacte social et dans le développement des jeunes, comme l'a rappelé Jean-Pierre Massine. Et nous espérons que tout le monde sera fidèle à cet héritage. Alors, il y avait quoi dans les cartons de Georges Frêche au niveau du sport ? Son dernier rêve, c'était quoi ? Des championnats du monde de natation, peut-être ? Vous savez qu'avec la construction de l'aréna, il y avait effectivement la candidature de l'agglomération pour les championnats du monde de natation. Et il y avait le championnat du monde de gymnastique rythmique, de gymnastique sportive, qui est quasiment acquis aussi. Il y avait bien entendu le drame, c'est qu'actuellement se déroule le tournoi de l'Open Sud de France et qu'il ne sera pas là pour les demi-finales et les finales samedi et dimanche. Mais s'agissant, moi je veux pas jouer les pythonistes, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Vous savez, tout va si brutalement. On vient de le voir. Ce que je sais en tout cas, c'est que nous, à l'agglomération, les élus de l'agglomération, nous avons un devoir de mémoire, incontestablement. Et que l'action qu'il a conduite, je parle ici du sport, dans le sport, et d'autres parleront dans d'autres domaines. Je parle ici du sport, cette action, nous avons la volonté chevillée au corps de la poursuivre. Nous le lui devons, parce que c'est lui qui l'a voulu. Nous sommes aujourd'hui les ambassadeurs de cette politique qu'il a voulu conduire, et nous le devons à sa mémoire, et je crois que nous allons tous y contribuer, parce que ce serait véritablement trahir que de ne pas accomplir ce qu'il a voulu. On va finir sur ces mots, on doit se quitter, messieurs, merci d'être venus sur ce plateau. Pierre-Paul, au revoir. Et merci, et puis bonne continuation respective. Cette émission spéciale sport consacrée à Georges Frêche est finie. La suite, c'est le journal. À la semaine prochaine pour une prochaine émission de sport.